Bonjour à vous et bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Je suis partie comme à mon habitude à la rencontre de voyageurs au long cours qui, un jour, ont décidé de tout quitter dans leur vie pour se réinventer et se trouver sur les routes du monde. Aujourd'hui, je suis en Espagne chez Véro et Thierry pour leur poser des questions sur leur parcours de vie et également sur la notion de voyage au quotidien. Bonjour Véro, bonjour Thierry, comment allez-vous? Très bien, Bien, merci. bonjour Marie-France. Merci de me recevoir ici chez vous, qui est un très très bel espace que vous avez créé. Est-ce que vous pourriez vous présenter avec vos mots? Véro, Thierry, vous êtes une famille. Qu'est-ce que vous pourriez vous présenter? On s'est rencontrés il y a plus de 20 ans maintenant. On avait deux rêves. Quand on s'est rencontrés, on en a parlé la première nuit. Voilà, ça paraît toujours un peu étrange, mais nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ces deux rêves, c'était un, d'avoir quatre enfants et deux, de voyager. Et c'est quand même rare d'avoir deux rêves communs de ce type-là, à cet âge-là, et d'en parler le premier jour. Donc, on les a vraiment pris au sérieux, ces rêves. Et puis, la question qu'on s'est posée, c'est qu'on commence par quoi? Les gens raisonnables et sensés profitent, paraît-il, de voyager avant d'avoir des enfants, parce qu'après, on ne fait plus rien, il Exact. semblerait. Ouais, il semblerait. Et comme on a tendance à avoir de la peine à croire ce genre d'affirmation de vérité universelle, et que j'avais hâte, j'admets, j'avais hâte d'être. C'est pas que j'étais pressé à ce moment-là, mais je me réjouissais vraiment à l'idée d'être papa. On a décidé de commencer à créer la famille et voyager avec eux aussi parce qu'on se disait que ça serait certainement vachement plus marrant et intéressant de voyager en famille Encore une fois, que tout seul. l'intuition nous a soufflé un message en disant avec Ouais. les enfants, ça sera bien. Donc voilà, en 2008, on est parti avec, on a tout plaqué. Ça a pris 10 ans, après là je la Mm. fais courte, mais on a pris 10 ans de vie normale, métro, boulot, dodo, Ouais. dodo, boulot, 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 dodo, un peu. Vous Voilà. faisiez quoi comme métier tous les deux? Moi, je suis toujours en fait coach, formateur Mhm. dans le domaine de la réinsertion professionnelle essentiellement et accompagnement d'entreprise et tout type de projet. J'avais créé une activité indépendante. Moi, j'étais éducatrice petite enfance, puis après, les enfants sont venus, un, 2, 3, 4, et je commençais à saturer d'avoir des enfants au travail, des enfants à la maison, donc j'ai commencé à travailler avec les parents, parce que la famille, ça reste quelque chose d'essentiel et de central pour moi. Et j'ai créé des ateliers, avoir le courage de ne pas être des parents parfaits, donc j'animais ça. Et puis en parallèle, j'ai fait une formation à l'écoute selon Rogers, et puis une formation en médiation. Puis après, j'ai travaillé dans des centres de relations d'aide. Et puis après c'est 8 ans, enfin 4 ans de voyage, plus après 4 ans où on faisait 6 mois, pas envie de travailler encore avec Thierry. Non seulement vivre et voyager et faire des enfants, mais travailler aussi. Et du coup, ben, c'est à ce moment-là qu'on a créé Oser sa vie. Ah oui, ça date déjà de cette époque-là. Ça date de 2012, ouais, ça Mm. date de 2012, la création d'Oser Ouais, la sa fin du vie. tour du monde, ouais. Ouais, la fin du Ouais. tour du monde, c'était ben, un rêve, on enchaîne sur un autre rêve, et voilà. Donc à la fin de cette Mm. boucle, on va dire, du voyage, ben, ça a ouvert la porte à ça, quoi, à Donc, Oser sa vie. vous êtes parti, vous aviez combien d'enfants au moment du départ? On en avait quatre. D'accord. L'aîné avait 11 ans, la dernière avait 6 ans. Mhm. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ouais, c'était en 2008, on avait quatre enfants, on a vendu la maison qu'on avait, Mhm. euh, créé une nouvelle entreprise sur la base de ce que j'avais créé comme activité indépendante, Mhm. avec un associé qui a géré l'entreprise pendant les 4 ans de voyage, il l'a géré seul. Mhm. Et puis on est parti au gré de nos envies de découverte, de rencontres surtout aussi beaucoup. Mhm. Et voilà, on a fait 3 ans et demi le tour du monde comme ça. Du coup, les 4 enfants ben, ont tous une scolarité, c'est-à-dire qu'ils ont tous touché à l'école de manière traditionnelle, on va dire, aller dans une classe. Et puis, effectivement, ils étaient tous en âge d'apprendre et donc en âge scolaire. Et du coup, à ce moment-là, ils ont tous été déscolarisés. Ouais. Et depuis, ils ne sont jamais retournés à l'école. Mm. Donc depuis 2008, ils ont fait toute la fin de leur scolarité. Les trois aînés ont passé leur bac maintenant. Mhm. Donc toute la scolarité depuis le moment du départ en voyage a été faite dans un premier temps par nous-mêmes, jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans. Et puis alors les 3 années pour le lycée et le bac, on les a laissés se débrouiller tout seuls. D'accord. C'est Donc, lâche. alors racontez-nous un petit peu quels ont été les grands changements qui sont venus grâce au voyage, en fait, sur les routes du monde. De quelle façon avez-vous changé, vous, les enfants?
Bon, plusieurs choses, je vais essayer d'être synthétique. Une première chose, dans ma vie d'avant, j'anticipais tout. Parce qu'il paraît on m'avait appris que c'était vachement bien quand même d'anticiper les choses. Donc j'anticipais, et ce qui vient avec l'anticipation, c'est l'anxiété. Donc j'étais quelqu'un d'anxieux, et j'ai passé les 3 premiers mois du voyage à me dire qu'est-ce qu'on fera après le voyage. Je n'étais pas encore dans le voyage. Véro, elle s'était mise là-dedans. Comme on se met dans des pantoufles, tout allait bien, elle était dans le voyage, et puis elle me disait, tu fais comme tu veux. Si tu veux passer 3 ans ou 4 ans à imaginer ce que tu feras après, alors que tu ne l'auras pas vécu, je trouve ça un peu bête, mais tu fais comme tu veux. Ça m'a pris 3 mois, mais finalement, je suis rentré. Donc, une des premières choses que j'ai apprises et qui a changé dans ma vie, c'est le temps présent. C'est vivre le temps présent, cesser d'anticiper. Les problèmes, ils arrivent en même temps qu'ils sont accompagnés des solutions. Quand on a des problèmes insolubles, c'est que ce n'est pas le moment de les considérer. C'est qu'ils ne sont pas là. Ils sont encore dans la tête, ou ils sont déjà passés, ou ils ne sont pas à nous. Mais un problème, si c'est un vrai problème dont on doit s'occuper nous, il est accompagné de sa valise de solutions. Ça, c'est une grande découverte du voyage. Et c'est un libérateur, c'est phénoménal. Et pourtant, l'entourage, il est vraiment là pour te rappeler ça, hein, et l'inverse plutôt. De dire, mais tu feras comment, quand, les enfants, machin, et vous ferez comment, si, radadi, dadada. Et ben, on verra ce qu'il y aura dans la valise secrète des solutions qui viendront avec le problème. Pour le moment, il n'y a pas, donc on ne sait pas. Et c'est assez déroutant, mais en même temps, c'est très jouissif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conserve du voyage et dans ma vie d'aujourd'hui, quel que soit, qu'on soit en mouvement nomade, qu'on soit ici, peu importe, c'est vraiment quelque chose que je garde. La deuxième chose, c'est la relation à l'argent, qui a complètement changé. Parce qu'en voyage, je me suis rendu compte que, en fait, on a toujours largement assez, en fait. Et déjà, on a appris à dépenser très peu, ou plus en fonction de ce qu'on a et de ce qui se présente, mais on s'est rendu compte que déjà avec un petit habitat de 10 mètres carrés pour 6, on ne peut pas acheter n'importe quoi, après on ne sait pas où le mettre, de toute façon c'est absurde. Donc, vous êtes parti en camping-car. On est parti en camping-car, donc on avait 10 mètres carrés pour 6. Alors il y avait une règle qui était, si on veut acheter quelque chose, ça veut dire qu'il y a autre chose qui sort du véhicule. Ça c'était une première chose un peu écologique, intérieure, juste de pouvoir survivre et pas finir sous... Parce qu'il y en a des tentations, il y en a. Sur le toit, la tentation, il y en a. Tu as des tissus ici, des habits là, des machins, des objets, des babioles et tout. Non, voilà, ça c'était la discipline. Et puis on n'a pas sorti énormément de choses, ce qui veut dire qu'on n'en a pas aussi acheté beaucoup. Et qu'il y a une sorte de générosité de la vie, dans la rencontre, dans l'abondance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et en que je crois aujourd'hui. Et c'est même pas que je dois y croire. Et c'est toute la différence, en fait, et ça, c'est le troisième aspect de ce qui a changé, c'est qu'avant, je devais essayer de croire à quelque chose de bon, et aujourd'hui, je sais que c'est bon. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Il y a aussi une chose, pour moi, vraiment, dans le voyage, c'était... je pensais, il y avait quelque chose qui me disait que dans le voyage, il y avait quelque chose... On apprenait à se connaître de manière différente. Et effectivement... Un des trucs que j'ai pu mesurer hyper vite, enfin me rendre compte très vite, c'est que comme tu perds tes repères, donc tu connais pas la culture, tu connais pas la langue, tu connais pas les codes, donc toutes ces contraintes, justement, ces cadres que, en tout cas moi je choisissais pas, mais tu t'y plies parce que en Suisse ça se fait comme ça, ou ici ça se fait comme ça, ou dans telle famille ça se fait comme ça. Et comme les codes tu les connais, moi, je faisais comme ça, parce que, on me l'a appris. Par mimétisme, mais en exactement, parce que tu as baigné dedans et tout. Et quand c'était dans un bain où tu comprends rien, etc., tu n'as pas d'autre solution que de faire juste ce que tu sens avec qui tu es, et t'arrêtes de vouloir, parce que je ne vais pas réussir à parler sa langue, il fait des choses, mais je ne comprends pas pourquoi, donc je peux pas les refaire sans vraiment comprendre. Donc, je fais vraiment ce que je pense et ce que je sens. Et puis, tu deviens petit à petit vraiment toi-même. Et ça, j'ai trouvé incroyable de se dire, effectivement, à un moment donné, tu découvres qui tu es dans le fond. Et c'est assez jouissif, effectivement. Puis la question, elle se pose quand tu arrives à un tournant où tout à coup, on allait remettre les pieds en Europe. C'est, est-ce que je vais perdre tout ça ou est-ce que on retombe dans ce comportement mimétique C'est ça. Le risque est là, en tout cas. En tout cas, moi, j'avais peur, c'est-à-dire oui, je sentais qu'il pouvait y avoir un risque, et effectivement, sans vigilance,
ça peut très bien gentiment glisser, mais Ouais. heureusement que le voyage, on l'a pas que dans la tête, et voilà, on l'a dans le cœur, on l'a dans le corps, enfin c'est viscéral, c'est énergétique, et il y a des petits bobos qui viennent, enfin voilà, la vie nous remet sur le chemin de qui on est de manière beaucoup plus rapide que, je vais dire, dans ma vie d'avant. Donc le voyage, pour moi, ça m'a vraiment apporté ça, ce message de dire, mais vis qui tu es, sois qui tu es, ose être qui tu es, et c'est ce que tu as de meilleur à donner de toute façon. Si les gens t'aiment pas, c'est parce que tu es comme ça, et si les gens t'aiment, c'est parce que tu es comme ça. Donc c'est bien. Tu disais tout à l'heure la folie d'être soi. C'est ton mot? Ouais, moi ça me parle beaucoup, cette folie, parce que j'aime... Enfin, les gens, quand tu dis le mot folie, je trouve que souvent les gens ont peur. Attends, la folie, c'est être pas normal. Ah ouais, ben c'est ça, oui, sortir un peu d'une norme, sortir de justement ces cadres qui sont imposés, puis qui ne correspondent pas à notre forme, à nos besoins, etc. Donc effectivement, je trouve que justement, c'est être clairvoyant, sain d'esprit et bien outillé, d'être fou dans le sens de sortir de ces cadres, de ces contenants comme ça qui ne sont pas à notre taille. Donc, ouais, osons être fous, la folie d'être soi. Oui. Ouais, je dirais aussi sortir des cadres intérieurs, de nos prisons intérieures. Moi, c'était les cadres contre lesquels j'ai dû œuvrer. C'était tout justement ces apprentissages de l'éducation et sans rejeter tout, mais de dire, ok, avec quoi je suis vraiment en accord, qu'est-ce qui me sert pour le vrai et qu'est-ce qui ne me sert pas. Et si ça ne me sert pas, qu'est-ce qui me serait plus utile? Donc on revient à cette notion aussi de la définition du cadre. Mais c'est un peu fou de se dire, mais si je ne suis pas comme ça, j'aurais l'air fou en tout cas. C'est souvent aux yeux des autres, j'aurais l'air fou. Et puis on n'est pas tous un peu. Et plus on l'essaye, plus c'est cette thématique aussi de l'audace. Ça devient extrêmement jouissif, effectivement, mais ludique. C'est très amusant. Et c'est très créatif. Et du coup, il y a une énergie contagieuse qui est extraordinaire. Et ça, c'est un des cadeaux du voyage. Mais on est tous le fou de quelqu'un. Ouais. Et voilà. C'est vrai. Et quand on regarde autour du monde, il y a parfois, on se retrouve dans des endroits où tu regardes les gens fonctionner. Et j'ai beau avoir fait une formation à l'écoute, avoir la volonté de ne pas trop entrer dans le jugement et tout, tu regardes, tu te dis, mais il est débile là, il est fou lui. Mais c'est dans ces moments-là que ça vient te chercher. Puis si tu réagis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Au moment clé, tu ne sais pas exactement quoi, mais évidemment qu'il y a quelque chose à prendre. Donc, ouais, on est vraiment tous le fou de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, quand je vois certains de nos amis qui sont dans une vie habituelle en Suisse, qui est vraiment, tu es à fond dans le job, tu fermes ta bouche, tu critiques rien, tu dis pas quand ça va pas, c'est parce que ça fonctionne, enfin en tout cas, c'est comme ça que c'est compris et que c'est vécu. Et que je vois qu'il se bousille la santé, au détriment de la famille, de tellement de choses. Je me dis, mais attends, c'est qui le fou? C'est celui qui tout à coup lâche tout parce qu'il sent que c'est bon pour lui, ou c'est celui qui se fait du mal à rester dans quelque chose qui tout le monde dit c'est bien, mais en fait, dans le fond, ça fait pas du bien. Donc aujourd'hui, je pense que on est tous le fou de quelqu'un d'autre, quoi, voilà. Bah, du coup, vaste programme qui m'amène à la question suivante. C'est une grande question. Je me lance, du coup, à toutes ces personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas voyager. Comment faire de sa vie de tous les jours un voyage pour avoir tous ces bénéfices dont vous parlez? Partir à la rencontre de soi. Fondamentalement, c'est ça ce qu'apporte le voyage. Et moi, pour moi, je reviens vraiment, mais c'est se sentir bien. Ouais. C'est que tu sois au bout du monde ou que tu sois à un endroit, enfin X, Y, peu importe, chez toi, c'est se sentir bien. C'est juste dans l'instant, là, maintenant, se sentir bien. Et faire ce qu'il faut pour pouvoir se sentir réellement bien. Il y a des moments où j'étais au bout du monde, j'étais dans des endroits magnifiques et j'étais pas bien. Voilà, le voyage n'est pas la solution, c'est pas parce qu'on voyage qu'on se sent bien. Et c'est pas parce que je suis en stationnaire et moins nomade qu'avant que je me sens mal. C'est vraiment quelque chose qui
qui n'a rien à voir. Moi, ça m'a facilité les choses pour m'inscrire dans me sentir bien à un moment donné, parce que j'avais justement de la peine dans un monde que je connais avec mon entourage, la famille, tout le monde autour de moi, qui justement nous met dans des petites cases, puis on l'accepte. Et j'avais de la peine à en sortir. Alors le fait de prendre de la distance, d'aller au bout du monde, déjà j'avais plus ça à gérer. Donc ça m'a facilité une partie du travail. Mais c'est pas une solution, voilà. Et c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on se sent bien. Et on peut se sentir bien partout. Et pour se sentir bien, c'est effectivement prendre le temps de regarder ce qui me remplit, ce qui me fait du bien. Oui. Et puis prendre le temps de aussi accueillir et reconnaître qu'il y a des choses qui ne nous font pas du bien et que du coup, ça, il va falloir changer quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est... En fait, la dimension du voyage dans le quotidien, c'est d'accepter que les choses changent et qu'on est une chose parmi les autres. Donc, on peut changer nous aussi. Et que c'est pas parce qu'on a passé 12 ans à étudier ci et 15 ans à travailler dans tel domaine qu'on est temporisé à vie sur cette profession, cet environnement. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est se dire, c'est normal que ça change, plutôt que de dire « Oh, il ne faut pas que ça change ». La deuxième chose, c'est, dans ces changements, nos goûts changent. À une époque, on aime ceci, à une autre époque, on aime autre chose. Et c'est suivre ce flux, c'est rester en contact avec, justement, qu'est-ce qui nous remplit, qu'est-ce qui nous fait du bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de qu'est-ce qui nous remplit? Alors, typiquement, moi, j'ai la chance parce que j'ai décidé que j'aurais de la chance, c'est tout. Ça se décide. Je suis un peu radical là-dessus, mais ça se décide. Alors là, je sais qu'il y a tous ceux qui vont dire « Non, mais quand même, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance. » C'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont malchanceuses. On a tous des fois de la malchance, on rencontre des malheurs. C'est vrai. On peut en faire une chance aussi. Alors c'est un peu brutal, mais on a tous, nous y compris, traversé des trucs franchement pas drôles et c'est pas pour autant qu'on est malheureux pour toute notre vie. Donc ça c'est une première chose déjà et ça c'est un sacré voyage. Mais ces activités qui remplissent, c'est être attentif à notre niveau d'énergie. Quand je fais quelque chose, après l'avoir fait, je me sens plus fatigué ou je me sens plus en forme, plus serein. Ça peut être un loisir. Je peux aller jouer au tennis. Si quand je reviens, je suis fatigué physiquement, c'est normal. Mais si je suis fatigué au-delà de simplement avoir trop couru, c'est que cette activité, c'était peut-être bien à l'époque ou c'était bien pour mon frère, mais ce n'était pas forcément bien pour moi. Et la même chose dans le travail. Et le travail, plus difficile à admettre. C'est ça, le travail, forcément, on a une vision du travail qui est le labeur, la souffrance. Et donc, on a admis, communément admis, que c'était normal d'être épuisé, crevé après le travail. C'est même valorisé. Et c'est même valorisé. Plus t'es crevé, mieux t'as bossé. Et moi, je regrette de dire, moi, je travaille pour me remplir. Et pas les poches, mais pour me remplir parce que ça me fait du bien. Donc être heureux à la fin. Je suis typiquement plus en forme. Encore plus en forme. Quand on a la chance d'avoir un groupe ici, typiquement, je peux prendre l'exemple très concret. Un groupe vient ici à Los Sueños pour un atelier Oser ses rêves. On a tendance, et on le fait encore, à se surcharger pendant les 2 ou 3 semaines qui précèdent parce qu'on profite de l'occasion et de l'opportunité pour vite améliorer ceci, bricoler un truc là et faire plein d'activités. Pour moi, bricoler, ce n'est pas une activité qui me remplit, pour le moment en tout cas. Donc ça me fatigue. Et donc je me fatigue, mais je le fais pour une bonne raison. Mais au moment où le groupe arrive et que je fais le travail pour lequel je suis payé en plus, et qui est vraiment mon travail, après une demi-journée, après un jour, j'ai de plus en plus d'énergie. Et je sors du stage, quand bien même on a accompagné des personnes sur des thématiques très sensibles, émotionnelles, avec des hauts, des bas et des choses hyper intenses, je sors là de 2 jours d'atelier, je vais super bien. Beaucoup mieux que il y a 3 jours. Que quand tu bricoles, en tout cas, ça je confirme. Et je pense que c'est cette honnêteté, la question de comment on le fait, c'est d'être honnête. C'est d'être honnête. D'être honnête avec soi-même. D'être intègre avec soi-même et d'être honnête. Quand je fais ça, ça m'épuise. Et c'est pas vrai que tout le monde devrait savoir faire ça. Il y en a qui le font vachement bien et qui
Et ça reste assez mystérieux, mais il y a des personnes, quand ils vont faire l'activité qui nous épuise, eux, c'est ça qui les remplit, et réciproquement. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde sur Terre, et pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, mais ça, c'est des banalités. Mais en même temps, si on les écoute et qu'on les applique, eh ben, on est en voyage tous les jours. C'est magnifique. Belle réponse. Je valide. Est-ce que vous diriez que vous êtes des personnes spirituelles? Est-ce que vous l'étiez avant, pendant, après le voyage? Comment vous diriez les choses? Je vais t'écouter. C'est un sujet intéressant. Où nous sommes très proches sur plein de choses. Et là, c'est toujours très... Déjà, il y a une notion de vocabulaire. D'accord. Que ce soit la spiritualité, que ce soit la foi, que ce soit les croyances, que ce soit tout ça, rien qu'au niveau du vocabulaire, je parle juste de nous deux, on n'a pas le même vocabulaire. D'accord. Donc même, Oui. on se connaît depuis longtemps, il y a des moments où on se regarde un peu, genre, attends, mais tu dis quoi, c'est quoi, enfin... Voilà, donc moi, vraiment, sur le côté spirituel, il y a des mots comme ça qui sonnent bien, et il y a des mots qui font Ça peur, grince un peu. Voilà. Et la spiritualité, en fait, je crois que je la comprends pas, mais cérébralement, hein, vraiment, je comprends pas la notion, parce que spirituel, il y a religion, spirituel, il y a respiration, spirituel, il y a esprit, et du coup, j'arrive pas à comprendre, en fait, j'essaie de comprendre et je comprends pas. Donc, je dis, il y a plein de choses auxquelles je crois, il y a plein de choses que je ressens au niveau des énergies, l'énergie de la Terre, l'humain, enfin, il y a plein de choses qui me parlent comme ça. Mais comme si tu me dis, es-tu spirituel, oui ou non? Bah non, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Voilà, es-tu spirituel, Thierry? Et j'adore parce que moi, avant, oui, et je le suis toujours en fait. Oui, moi je dirais oui, je le suis. Et j'ai tendance justement à l'être au niveau du concept, au niveau des pensées, au niveau des idées. Et ce que j'aime en fait à travers le voyage, et surtout à travers le voyage que m'offre Véro dans notre vie de tous les jours, c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui la spiritualité incarnée. C'est-à-dire, c'est la spiritualité du quotidien. Ce dont on parle, ça, c'est rien de neuf sous le soleil, ni sous la pluie. Ça existe depuis les premières religions, les premières idées, les premiers... Simplement, c'est amené aujourd'hui, et comme elle refuse, et je suis heureux qu'elle le refuse, d'entrer dans le vocabulaire et les discours spirituels, elle le vit tous les jours. Elle ne le sait pas, il ne faut pas lui le dire, mais elle est extrêmement spirituelle dans la chair, le concret, ici sur Terre, et dans une spiritualité telle que je pense que notre époque a besoin aujourd'hui, parce que ce n'est pas la seule à être hermétique aux mots. Ou le mot foi, justement, et la croyance, et croire dans quelque chose, j'arrive maintenant quand même à voir au-delà de mes limites qui sont parfois étroites, on va dire, et de voir ça comme, dès le moment où tu utilises ça pour le bon, que justement ça va te rendre meilleur, ça va t'aider à penser positif, à y croire, bah, c'est génial. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de qu'est-ce qu'il y a en dessous. Du mot qu'on utilise. C'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et de qu'est-ce qui te porte, dès le moment où ça te porte vers le meilleur de toi et le bon. C'est une hygiène de vie, en même temps une hygiène émotionnelle, une hygiène mentale, c'est un petit peu tout ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Moi, je l'appelle la vie. Du coup, je vais rebondir de façon assez singulière entre spiritualité et argent. C'est vrai, quand on voyage longtemps, comme vous êtes resté nomade pendant 8 ans, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Du coup, la question qui vient de façon très terre à terre, et c'est pour ça que je l'associe à la spiritualité, c'est assez Terre à terre. audacieux. Audacieux. Osons. Donc du coup, quelle est votre relation à l'argent? Éventuellement, quelle était votre relation à l'argent avant le voyage et aujourd'hui? Entre finalement devoir gagner sa vie et finalement laisser venir les choses. Comment vous percevez ça? L'argent pour moi, effectivement, je viens d'un milieu où au début, on n'avait pas beaucoup d'argent.
Et du coup, l'argent, c'était mauvais, c'était pas très bien, c'était... Voilà, donc moi, j'avais un rapport à l'argent assez négatif, on va dire, jusqu'au jour où tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un moyen. Et je crois que ça m'est venu le jour où le papa de Thierry nous a proposé de nous donner un coup de pouce pour pouvoir acheter un terrain sur lequel on pourrait bâtir une maison, etc. Mais alors moi, c'était de loin pas ni mon envie, ni ma voix, ni clairement pas. Puis d'un autre côté, à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui m'a dit, mais attends, on ne te demande pas de construire ça, que ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Choisis bien ton terrain. Choisis bien ce que tu mets dessus et un jour, ça, tu le vendras. Ça te permettra de faire vraiment ce que tu as envie de faire. Et tout à coup, ça a changé, moi, mon rapport à l'argent. C'est que tout à coup, ça pouvait être un moyen, juste un moyen de se faciliter le chemin. Et Au-delà de c'est bien ou c'est mal, d'où ça vient, comment ça vient, c'est ça, c'est un moyen, c'est un moyen. C'est sans vrai. jugement. En fait. Voilà, exactement. C'est devenu un moyen. Et ça m'a... Oh, ok, oui. D'accord, je suis d'accord. Alors on va faire ça. Je reçois. Je reçois Ouais, c'est ça, et voilà. Et quand tout à coup ça se réalise, que tu fais ça, effectivement tu as choisi le bon endroit, tu peux revendre, tu fais ta plus-value sur ta maison qui te permet de t'acheter ton camping-car. Puis tu te dis, mais attends, on va vraiment pouvoir y aller, c'est pour de vrai. Enfin, et là tu te dis, oui, effectivement, c'est un vrai moyen. Pour moi, l'argent, en fait, c'était un peu un ennemi au début. Parce que je voulais pas être acheté. Et donc, je me suis battu contre l'argent, à le refuser, pour être sûr de ne pas me faire acheter. Qu'on n'achète ni ma voix, ni mon silence, ni quoi que ce soit. Donc j'étais très, très réfractaire, même, et en même temps ambivalent, parce qu'en même temps, c'était vachement important d'en avoir pour pouvoir faire ce qu'on voulait dans ma tête de l'époque. Et surtout, une fois que je suis devenu papa. Et là, je dois dire que là, autant avant, j'avais des petits boulots pendant mes études et tout, et je me préoccupais de rien, et puis ça roulait. Mais la paternité m'a mis des tonnes de poids sur les épaules, quelque chose qui me sidère, et je vois que je ne suis pas le seul homme à qui ça arrive vraiment. Comme je disais avant, le fait de voyager avec un camping-car en guise de maison, je me suis rendu compte que en fait un toit, ça coûtait pas si cher fondamentalement, parce qu'un camping-car, ça peut être remplacé par n'importe quoi d'autre du même acabit et qui coûte 2 francs 6 sous à peu près. Je veux dire, on n'est pas obligé d'acheter un camping-car à 100 000 euros. Hein. On peut acheter un camping-car à 1500 balles. Et puis 1500 balles, oui, il va falloir travailler, mais on peut, je veux dire, et on peut être en sécurité. Donc ça a vraiment complètement changé ma vision du monde. J'ai aussi vu dans le monde plein d'endroits où on peut vivre avec très peu de moyens et très bien, voire vachement mieux même que là où il y a beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, j'ai pris conscience qu'en fait il y avait toujours, et je sais qu'il y a à plusieurs endroits sur Terre, des endroits où je peux aller si un jour je devais avoir 0 centime. Puis du coup tout ça, ça m'aide à accueillir l'argent parce que j'en ai pas besoin. C'est un peu compliqué, mais c'est là-bas en même temps que je le dis. Donc pour moi, j'ai une relation beaucoup plus pacifiée, je dirais aujourd'hui, avec l'argent. Je le compte plus. Je ne sais pas combien on a en compte aujourd'hui. Je sais à peu près. Moi, j'ai jamais su, c'est différent. Je sais à peu près. Je regarde une fois par 6 mois. Et donc, ça vous inquiète pas? Non. Et aujourd'hui, je sais que je peux prendre quand tout à coup j'ai l'inquiétude de l'argent qui vient, c'est un des signes que je suis plus exactement sur mon chemin. Je suis plus exactement bien. Soit parce qu'on a dépensé trop, soit parce que je fais pas assez d'autres choses dans ma vie qui me font du bien. Voilà, je suis en train de me vider. Il y a une espèce d'association avec les activités qui remplissent. Si j'ai l'impression que mon compte se vide ou qu'il va se vider, c'est pas que le compte, ou c'est même jamais le compte en fait, c'est peut-être d'abord dedans. Il y a un lien de ce type-là. Tu disais, l'argent, je n'en ai pas besoin. Donc je vais volontairement venir creuser un petit peu avant que d'autres le fassent. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? Parce qu'on a forcément besoin d'un minimum, et comment tu fais pour aller chercher ce minimum?
j'en ai pas besoin pour être heureux. Mm. C'est-à-dire que c'est pas ça qui me donne mon bonheur. Euh, Mon bonheur, je l'ai. Indépendamment de cela. Ça s'achète pas, oui. Et je ça, peux pas c'est clair. l'acheter. Mm. J'ai essayé, ça marche pas. Et puis en essayant autre chose, ben, j'en ai reçu tellement du bonheur. Donc, j'en ai pas besoin pour être heureux. Maintenant, évidemment, on doit manger, on doit boire, on doit s'abriter, se vêtir. Encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en ayant vu plusieurs régions du monde, il y a des endroits où même dehors ou sans un toit, on va pas crever, quoi. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, puis ça va. Et puis, manger tous les jours, je sais qu'on n'en a pas besoin. Ça aussi, c'est vrai, c'est une question sais qui qu'on en nous a a, pas moi, besoin. qui m'a beaucoup rassurée. De Et- faire ce jeûne de 3 semaines et de me dire, en fait, je peux ne plus manger et je peux vivre. Alors si j'ai même plus besoin de ça, Oui, c'est important En tout cas, sur des mettre les périodes. mots dessus. Oui, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez jeûner pendant 3 semaines. Tu l'as fait, Véro. Et en fait, c'est possible si on se met aussi dans la condition. Donc, Voilà. du coup, Et vous avez c'est pris toujours la même conscience- chose, c'est une question de ce que. Si je t'impose un jeûne maintenant, je te dis, tu n'as pas le droit de manger pendant 3 semaines. où t'as Ça plus va de être- sous, tu vas T'as plus plus de sous, pouvoir je t'enlève manger. tout, je te vide ton placard, je te vide ton frigo, je te prends ton porte-monnaie, et puis tu es enfermé dans ta cuisine, mais il n'y a rien à manger, tu dois rester là. Peut-être que tu vas finir à l'hôpital. C'est peut-être. Si c'est toi qui décides et que tu te nourris différemment parce que tu décides que tu veux faire ça, il y a des choses qui sont possibles. Je ne sais pas encore jusqu'où, on lit, on entend, on voit, mais je suis beaucoup moins inquiet par rapport à ça. Et donc, quand je dis j'en ai pas besoin, bah, si je peux plus payer mon électricité, bah, je ferai sans électricité. Il n'y a rien qui vous... J'en ai pas Mais besoin. c'est-à-dire, quand tu vis dans tes 10 mètres carrés avec tes panneaux solaires, tu fais le plein dans des stations-service à des endroits, tu payes pas l'eau. Donc, tu n'as plus d'électricité à payer, tu n'as plus d'eau à payer, tu n'as plus de loyer à payer. Donc, tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai que tu as de moins en moins besoin d'argent. Tu te rends compte que c'est possible. Mais comme tu dis, de moins en moins, ça veut pas dire qu'on a... Moi, j'adhère Non, mais moi, pas. j'irai pas hein. à zéro. Moi, J'irai je dis, à moi, zéro. j'ai besoin d'un minimum. Bien sûr. Mais rien que parce que je ne suis pas couturière et j'aime bien certains fringues et tout, donc je les achète. Donc j'ai besoin d'avoir cet argent-là pour me faire un plaisir, pour aller manger dans une gargote, dans un resto, sans avoir besoin d'aller faire la vaisselle, parce que j'ai pas forcément envie d'aller faire la vaisselle pour payer mon repas. Donc moi, j'ai besoin de ça. Mais c'est d'avoir pu vivre avec peu, enfin de se rendre compte que c'est possible de vivre avec peu, ça rassure beaucoup. Et puis plus tu peux vivre avec peu, plus tu te rends compte aussi que tu peux travailler peu. Puisque tu dépenses peu, ben tu travailles peu. Et ça, Intéressant, ça dans aussi, le, on- c'est ouais, là. creuser aussi. ouais, Ouais. dans le se sentir bien, il y a vraiment ça, c'est de se dire, ben, tu peux t'alléger de plein de manières. Et l'autre côté, par contre, moi, je trouve que c'est challengeant d'avoir justement besoin d'un peu d'argent, parce que ça rend créatif. Quand on a fini le tour du monde, on s'était offert, entre Thierry qui avait créé sa société, vendu la moitié de sa société, on a vendu la maison, vendu nos biens. Et ça nous a permis pendant 3 ans de ne pas jobber du tout, de ne pas travailler, de profiter d'être à fond dans le voyage. Mais il y a un moment donné, ok, ben, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Mais quand il n'y a plus, il y a encore, dans le sens où il y a un moment donné, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, comment on va remplir les caisses? Et maintenant, et si tu... Là, on s'est vraiment ouvert en disant, mais tout est possible. Moi, je me suis dit, j'ai envie de continuer à voyager dans mon camping-car, j'ai envie de continuer cette vie de nomade, j'ai envie de continuer à travailler peu et que dans ce que j'aime, etc. Puis, bah alors, tu as des doutes, hein, mais c'est possible. Et voilà. Et c'est là où tout à coup, ça te rend aussi créatif, ce besoin d'argent, de dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on le fait? Et ça marche. Entre les bouquins, la société de Thierry, donc de réinsertion professionnelle, où il a encore la moitié des parts, Et c'est ça plus qui a... les ateliers, tout ça, vraiment, ça nous suffit aujourd'hui à vivre. Et c'est ça, je vais préciser ce que je voulais dire quand je disais j'en ai pas besoin. C'est pas que j'ai pas besoin d'argent, mais j'ai pas besoin de souffrir pour en avoir. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup pour vivre confortablement. Et j'ai pas besoin de ça pour acheter mon bonheur. C'est ça ce que je veux dire. Oui.
Et dans le je veux pas, j'ai pas besoin de souffrir pour le gagner, c'est ce qu'on disait au début, j'écris, quand j'écris, ça me ressource énormément. Et ce que j'écris, je peux le vendre. Donc, j'ai plus de soucis. C'est ça aussi que j'ai rencontré en voyage, parce que l'écriture, je l'ai côtoyé en voyage, je l'ai invité, c'était un des rêves que j'avais et j'ai pu le réaliser, aller laisser la plume me guider et voir ce qui sortait. Et du coup, cette confiance-là, je l'ai. Et je pourrais vendre des poèmes, je pourrais vendre des livres, et puis à défaut, je pourrais offrir, et puis en échange, on m'offrira une pomme. Donc, c'est ça aussi ce qui a changé, c'est la confiance en moi. Parce qu'on a de la valeur, en fait. Oui. Et cette valeur, elle est récompensée par de l'argent grâce à ce que je fais. Voilà. Alors, je vais rebondir sur valeur. Justement, quelle est la valeur la plus importante qu'aujourd'hui vous transmettez à vos enfants? Oser. Non, mais vraiment, c'est ça. À un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Personne ne pourra leur tracer une voie. Il n'y a qu'eux qui savent ce qui est bon pour eux. Aller, explorer. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est la bonne voie. Ça veut dire qu'en tout cas, on explore, on essaye. Et il n'y a qu'en essayant qu'on sait si c'est bon ou si c'est pas bon. Puis, oser se planter, oser changer d'avis, oser revenir en arrière. Mais tout ça, même si c'est pour revenir en arrière, dans le sens changer d'avis, etc., pour moi, ça va de l'avant. Donc, c'est qu'on apprend. Et moi, c'est... alors, ça va évidemment avec. Et c'est... tout est juste. Il n'y a pas de juste et de faux en tant que tel. Ça peut être juste pour toi et faux pour un autre, ça peut être et réciproquement. Ose faire ce qui est juste pour toi. Au sens de justesse, dans l'instant. Ben, c'est effectivement très cohérent, puisque si je ne m'abuse, c'est le titre d'un de vos ateliers de développement personnel. Ça s'appelle Oser ses rêves. Ouais. Un atelier sur 2 jours, 21 jours. C'est-à-dire qu'on a un premier week-end de 2 jours en groupe et suivi d'un accompagnement de 21 jours à distance, pendant lesquels les participants vont intégrer dans leur quotidien les changements nécessaires pour faire de leur vie une vie de rêve. Et c'est pas pour atteindre un rêve ou réaliser nécessairement un rêve, c'est déjà pour changer ce qui a changé pour commencer à avoir une vie de rêve. Donc voilà, c'est ça en fait, oser ses rêves. Et on l'organise notamment ici à Los Sueños, à Coïn, à Malaga, en Andalousie. Alors du coup, vous trouverez en bas de la vidéo les liens vers le site internet de Véro et Thierry qui s'appelle sur leur blog Les 6 en route, les 6 pour leur famille de 6 avec les 4 enfants. Également, vous pouvez découvrir là en dessous la vidéo les liens vers les livres que tu écris, toi Thierry. Aussi, exactement, il y a le récit du voyage qui s'appelle Mystère. Celui-là non plus, j'arrive pas à le dire sans pleurer, mais c'est pas grave. Mystère et les 6 doigts de la main, qui révèlent les coulisses de notre aventure autour du monde, les hauts, les bas, parce qu'on croit toujours que, enfin, parfois les gens pensent que c'était tout rose, tout machin, etc. Ça a gueulé dans ce mobile. Il faut être clair, ça a gueulé plus d'une fois. Il y a des casseroles de raviolis qui ont giclé. Tout savoir. Et ben, tout est dans le livre. Je veux dire, pourquoi j'ai pris une casserole de raviolis sur la tête, c'est dans le livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui a envoyé la casserole de raviolis? C'est dans le livre. Donc, voilà, il y a toutes les anecdotes, les rires, les pleurs, les doutes, et tout est là, sans fausse pudeur et sans héroïsme et sans nombrilisme. C'est juste parce que c'est passé comme ça, puis que nous, ça nous fait rire au bout du compte. Et puis, il y a aussi Mystère qui s'exprime, qui nous a accompagnés, guidés tout au long du voyage, et du coup, qui tient son propre journal de bord à l'intérieur du livre et qui permet voilà, qui est la partie connectée, je dirais, de cette écriture. À côté de ça, j'ai écrit un recueil de nouvelles, des choses de la vie. C'est les hauts et les bas de chacun. C'est inspiré d'expériences de mes proches. Pour moi, l'écriture est aussi un moyen de digérer, de faire couler les choses des fois un peu plus à l'intérieur que toujours par l'extérieur. Tu as très très jolis mots. Merci. Je l'ai regardé ce livre et il est vraiment très inspirant. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles et puis un livre Oser partir qui répond alors à toutes les questions qu'on nous pose depuis 8 ans
sur combien de chaussettes, qu'est-ce que je prends comme bagage, quel véhicule, est-ce que je vais en vélo, à pied, Le en budget, dromadaire, l'intimité dans 10 mètres carrés. comment on fait, et puis l'école à la maison, et en voyage, comment on fait l'école. On n'a pas posé cette et question, mais c'est très bien. Comme voilà, ça, c'est dans le livre. Voilà, donc ça c'est le Oser partir qui est plus un manuel pour pratico-pratique. pratico-pratique pour se préparer à un voyage au long cours Mm. et que j'ai justement voulu, et c'est pour ça que j'étais très content de te rencontrer et de répondre à tes questions, parce que au fond de moi, je m'adressais évidemment à des personnes qui envisagent un voyage au long cours, et ce voyage au long cours, il peut être dans le quotidien. Et il y a dans ce livre Oser partir, il y a plein de choses en fait qu'on va pouvoir faire même si on ne prend pas la route ou les airs. Ah, cette thématique est hyper intéressante, vraiment. Alors, vous avez partagé énormément de choses très, très inspirantes. Est-ce que je peux me permettre de poser une dernière question? Essaye. J'essaye. J'ose. Ose. Du coup, selon vous, est-ce que vous auriez une leçon de sagesse en toute humilité à partager à ceux qui nous regardent aujourd'hui? C'est ces mots qui me font peur. Sagesse. C'est pour ça que je la regarde. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit une fois, mais j'aurais pu exactement dire les mots, mais que un de ses rêves, c'était de devenir un sage. Et là, moi, je l'ai regardé, je me suis dit, mais alors là, je pense que le jour où il est sage, je divorce. Ça va pas m'amuser du tout, moi, ça. Alors, depuis, j'expérimente la folie d'être moi. C'est mieux. C'est une forme de sagesse. La folie d'être soi, ouais, c'est une forme de sagesse. C'est pas dangereux. En fait, c'est ça que j'aurais envie de dire. Ouais. Être soi n'est pas dangereux, bien au contraire. Ben, c'est un très joli mot de la fin. Vous en êtes bien sortis. Merci. Je change mes questions par contre. J'ai l'impression que c'est les mots, ça va pas. Non, mais c'est pas les Moi, mots. c'est peut-être notre sensibilité. Parce qu'on est toujours plusieurs. Dans un truc comme ça, tu lances un mot, il y a quelqu'un qui le récupère. Et puis, mais je trouve ça génial, justement, sur le pouvoir des mots. Et je sais aussi que c'est pas pour rien. Enfin, tu me l'as lancé, tu as bien fait de me le lancer. Je sais que j'ai quelque chose à capter là, dans la sagesse. Donc, je fais circuler. Et déjà, tu m'as offert le mot aussi sacré. Et c'est pareil, hein. Enfin, tu as à la fois sacré, sagesse, spiritualité. Donc, c'est tous les fameux mots. Je sais que tous ces grands mots. Tous ces grands mots que je dois laisser circuler. Il y en a certains comme la foi où tout à coup c'est passé parce que j'ai rencontré des gens, j'ai pu parler avec eux, puis il y a des choses qui m'ont éclairée. Et quand tu as dit le mot sacré, comme je l'ai vu écrit, sacré, de création, créer. Tu t'es réconcilié avec ce mot. Du coup, je peux l'entendre sans souci, sacré. Mais c'est génial, tu vois. Donc, merci pour ça. Puis pour les 3 autres, je vais bosser. Ben, en tout cas, merci à vous. C'était, Merci à toi. en tout cas pour moi, exceptionnel d'être à vos côtés, de pouvoir ressentir toute cette énergie magnifique qu'il y a déjà entre vous puis que vous dégagez pour les autres. Donc, merci infiniment. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir regardé jusqu'au bout cette interview avec Véro et Thierry. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur leur site internet les6enroute.com et également si vous voulez découvrir plus d'interviews de voyageurs, vous pouvez explorer sur la chaîne YouTube Women on Tour ainsi que sur le site internet du même nom womenontour.com. Je vous dis à très très bientôt. Merci Véro et Thierry. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt aussi, c'est sûr. Oui. Ciao ciao.